Le 1er octobre 2013, des agents fédéraux sont entrés dans une bibliothèque publique de San Francisco. Ils ont arrêté Ross Ulbricht, 29 ans. Ulbricht dirigeait le marché en ligne de drogues illégales le plus important et le plus sophistiqué de l'histoire. Il l'appelait la route de la soie, en référence aux anciennes routes commerciales qui reliaient la Chine à l'Europe à partir du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Ulbricht espérait créer sa propre place de marché moderne. Il serait le seul à vendre des drogues dures et d'autres produits illégaux. Au cours des 2 années et 10 mois pendant lesquels Silk Road a fonctionné, les procureurs fédéraux affirment qu'il a traité près de 214 millions de dollars de ventes en Bitcoin. Le site fonctionnait sur une partie cachée de l'Internet, connue sous le nom de Dark Web. Les procureurs affirment qu'un journal trouvé par le FBI sur l'ordinateur d'Ulbricht disait qu'il voulait créer un site web où les gens pourraient acheter n'importe quoi de manière anonyme, sans qu'aucune trace ne puisse remonter jusqu'à eux. Malheureusement pour Ulbricht, il a laissé des traces numériques qui ont fini par le faire tomber et son empire avec lui. Ulbricht est né le 27 mars 1984 à Austin, au Texas. Il a été scout et a obtenu le grade le plus élevé, celui d'Eagle Scout, tout comme son père. Il a eu une enfance heureuse, il a grandi comme un hipster décontracté, mais comme un étudiant sérieux qui a obtenu 1460 au SAT dans le 96e percentile. Et a obtenu une bourse complète à l'Université du Texas à Dallas, passe à Austin, où il a étudié la physique. Il a ensuite obtenu une autre bourse complète à Penn State pour un master en sciences et ingénierie des matériaux, où il est devenu un libertarien pur et dur. Une philosophie politique qui prône l'individualisme et une intervention minimale de l'État dans la vie des gens. Il était un admirateur et un adepte de l'économiste libertaire Ludwig von Mises, qui s'opposait à l'ingérence du gouvernement dans l'économie. Lorsque Mitt Romney, alors candidat à la présidence, a demandé quel était le plus grand défi de l'Amérique, Ulbricht a répondu comme suit sur sa chaîne YouTube. Je pense que la chose la plus importante est de nous faire sortir des Nations Unies. Ulbricht voulait créer un monde libre de tout contrôle institutionnel ou gouvernemental. C'est cet état d'esprit qui l'a conduit à créer Silk Road en janvier 2011. Pour accéder à Silk Road, il n'est pas possible de taper une adresse web normale ou d'utiliser un navigateur web normal. Il fallait utiliser un logiciel appelé Tor, qui fonctionne comme un navigateur web. Tor a été mis au point par la marine américaine pour permettre de communiquer en privé sur l'Internet. Il dissimule l'adresse IP réelle des ordinateurs sur le réseau afin de cacher l'identité de l'utilisateur et il ne peut pas être retracé par le gouvernement. L'adresse de Silk Road était constituée d'un ensemble de chiffres et de lettres aléatoires se terminant par un point oignon. Ulbricht a créé le site en apprenant lui-même à coder. Lorsqu'il a eu besoin d'aide, il s'est adressé à un forum de la communauté Bitcoin en écrivant « Je cherche le meilleur et le plus brillant informaticien de la communauté Bitcoin pour être le développeur principal d'une startup Bitcoin soutenue par une entreprise. » Les personnes intéressées devaient le contacter par l'intermédiaire de son adresse électronique, rossulbrichtgmail.com. La publication de son adresse électronique lui a été fatale par la suite. Il a également bénéficié de l'aide au codage d'un copain d'université, Richard Batz. Ulbricht n'a pas eu d'autre choix que de révéler à son ami ce qu'il préparait. Il l'a également dit à sa petite amie Julia V. Un jour, il lui a montré les champignons psychédéliques qu'il cultivait et vendait comme produit de départ sur son nouveau site web. Silk Road allait devenir une place de marché pour toutes sortes de drogues. L'herbe, cocaïne, LSD, ecstasy, héroïne. Cela correspondait à l'état d'esprit libertaire d'Ulbricht. Il pensait que ce que quelqu'un décidait de mettre dans son corps relevait de son choix et de celui de personne d'autre, et surtout pas de celui du gouvernement. Ulbricht pensait également que tout le monde avait le droit de se défendre lorsque des armes ont commencé à apparaître sur Silk Road. Cependant, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de cette controverse et a rapidement retiré les armes du site. Après avoir lancé son entreprise, il s'est efforcé d'attirer des clients. Il a décidé d'écrire un message sur un forum de champignons magiques appelé Shroomery, en prétendant être quelqu'un qui est tombé par hasard sur Silk Road. Il utilise le nom d'utilisateur Altoid et publie un message. « Je pense l'acheter. Mais je voulais savoir si quelqu'un ici en avait entendu parler et pouvait le recommander. » Il a inclus un lien avec des instructions sur la manière d'accéder à Silk Road. Il a fait de même sur un site Bitcoin, dans un forum consacré à l'achat et à la vente d'héroïne, décrivant Silk Road comme un Amazon.com anonyme. Pour limiter les escroqueries, il existait un système d'évaluation des vendeurs.
semblable à celui d'Amazon. Si un vendeur vendait de la mauvaise drogue et obtenait une mauvaise note, cela nuisait à ses ventes. Les médicaments arrivaient par la poste avec de fausses adresses de retour. Ils étaient englissés dans des boîtiers de CD et de DVD. Certains vendeurs ont fait preuve d'encore plus de créativité et les ont placés dans de petites ondulations de carton. Les paquets portaient des étiquettes imprimées plutôt que des étiquettes manuscrites, afin de donner l'impression qu'ils provenaient d'une entreprise légitime. Ironie du sort, cela s'est retourné contre eux. Les étiquettes imprimées ont en effet attiré les soupçons des autorités. Au cours de l'été 2011, Jared Deryegayan, agent du ministère de la Sécurité intérieure, a eu connaissance d'un petit paquet bien rangé, portant une adresse imprimée, qui passait par l'aéroport international O'Hare de Chicago. Il contenait une seule pilule rose d'ecstasy, ce qui était également suspect, car ces produits sont généralement expédiés en vrac. Rapidement, 2 ou 3 colis ont commencé à arriver, puis 50, puis jusqu'à 1000 par jour. Nombre d'entre eux provenaient des Pays-Bas, qui sont une source notoire de drogue. L'agent Deryegayan s'est rendu à l'adresse où l'un des colis devait être livré et a discuté avec le colocataire de l'acheteur, qui lui a dit que la drogue provenait d'un site appelé Silk Road. Deryegayan n'avait jamais entendu parler de Silk Road auparavant. Il a fait quelques recherches en ligne et est tombé sur un article écrit par le journaliste de Gawker, Adrian Chen, en juin 2011. Chen a écrit « Faire la conversation à votre dealer d'herbe, c'est nul. Acheter de la cocaïne peut vous faire tirer dessus. Et si vous pouviez acheter et vendre des drogues en ligne comme des livres ou des ampoules électriques, c'est désormais possible. Bienvenue sur Silk Road. » L'article a été vu 3 millions de fois et a fait connaître Silk Road. Non seulement Silk Road a rapidement attiré l'attention de milliers de trafiquants et d'acheteurs de drogue, mais aussi de politiciens comme le sénateur Chuck Schumer qui a demandé la fermeture du site. Le gouvernement américain était préoccupé, mais pas seulement par la vente de drogue. Comme l'explique Nick Bilton dans son livre American Kingpin, l'agent de la sécurité intérieure Deryegayan craignait qu'une organisation terroriste puisse entrer dans le pays et acheter quelque chose sur Silk Road pour nuire aux Américains. Il a convaincu le bureau du procureur de Chicago de se charger de l'affaire. Alors que Silk Road était sous les feux de l'actualité, Richard, un ami d'université d'Ulbricht, qui l'aidait à programmer, a déclaré qu'il l'avait exhorté à fermer le site. Ulbricht et sa petite amie Julia ont rompu peu après le lancement de Silk Road. Elle a déclaré que l'une des raisons de cette rupture était la pression insensée qu'elle ressentait pour garder son secret. Ulbricht lui a menti, ainsi qu'à Richard, en leur disant qu'il avait vendu l'entreprise à quelqu'un d'autre et qu'il n'avait plus rien à voir avec elle. En l'espace de 2 ans, Silk Road compte plus de 100 000 utilisateurs et réalise un chiffre d'affaires de près de 214 millions de dollars. Les autorités fédérales ne savent toujours pas qui est le cerveau de Silk Road et se grattent la tête. Qui était ce Dread Pirate Roberts? Qui était le capitaine du navire? C'est devenu une sorte de compétition entre les différentes agences gouvernementales pour être la première à identifier Dread Pirate Roberts. Pour mieux comprendre le fonctionnement de Silk Road, l'agent du ministère de la Sécurité intérieure Deryegayan s'est fait passer pour un acheteur et a effectué 52 achats sous couverture. Il a également saisi des milliers de paquets, relié certaines ventes à leur source et arrêté plusieurs personnes. Son plus gros coup est venu lorsqu'il a retrouvé une employée de Dread, Pirate Roberts, modératrice sur les forums d'utilisateurs de Silk Road appelée Cyrus. Il l'a forcée à lui remettre son compte, puis s'est fait passer pour elle. Deryegayan, qui se faisait passer pour Cyrus, recevait des missions directement de Dread Pirate Roberts. Il n'était pas le seul agent fédéral à discuter avec le patron de Silk Road. Carl Force, agent de la DEA, faisait partie d'un groupe de travail à Baltimore qui enquêtait également. Il utilisait le nom d'utilisateur, Nob, et se faisait passer pour un trafiquant de drogue originaire de la République dominicaine qui introduisait chaque année des millions de dollars de cocaïne et d'héroïne aux États-Unis. Il était en bons termes avec Dread Pirate Roberts qui ne se doutait pas qu'il parlait avec un agent de la DEA, un agent qui, pour la petite histoire, s'est avéré être corrompu. Force a convaincu Dread Pirate Roberts de lui verser 50 000 $ en bitcoin en prétendant qu'il disposait d'informations privilégiées provenant d'un employé du gouvernement. Lorsque Force a rapporté la conversation à la DEA, il a prétendu n'avoir jamais reçu de paiement alors qu'en fait, il avait transféré les bitcoins sur un compte personnel. Et croyez-le ou non, un deuxième agent qui travaillait dans la même équipe de Baltimore a également volé, l'agent du service de sécurité Sean Bridge. Lorsque Curtis Clark Green, représentant du service clientèle de Silk Road, a été arrêté à son domicile en possession d'1 kilo de coke, Bridges a utilisé l'accès administrateur de Green pour voler 20 000 bitcoins sur d'autres comptes d'utilisateurs. La valeur de ces bitcoins, qui s'élevait à 350 000 $, a atteint 820 000 $ au moment où Bridges les a liquidés. Dread Pirate Roberts pensait que Green était responsable du vol. Il a voulu lui faire la peau
et a été encouragé par son mentor, Variety Jones. Dread Pirate Roberts connaissait la véritable identité de Green Car. Pour faire partie du personnel de Silk Road, les employés devaient remettre leur carte d'identité gouvernementale. Dread Pirate Roberts a donc demandé à Nob, alias Carl Force, agent de la DEA, de tabasser Green. Nob a accepté. Cependant, Dread Pirate Roberts a changé d'avis et a envoyé un message « Pouvez-vous changer l'ordre d'exécution plutôt que de torture ?» Dread Pirate Roberts a déclaré qu'il n'avait jamais tué ou fait tuer un homme auparavant, mais que c'était la bonne solution dans ce cas. Il ne voulait pas risquer que Green donne des informations aux autorités, car il savait que Green avait été arrêté lorsqu'il avait fait des recherches sur lui en ligne. Nob a accepté de faire le travail pour 80 000 $ en bitcoin. Ulbricht a ensuite reçu des photos de Green mort. Et sauf qu'il n'était pas vraiment mort, l'agent Force a mis en scène la mort de Green avec des photos de lui sur le sol, couvert de soupe Campbell's Chicken and Stars. Le Dread Pirate Roberts aurait ordonné de frapper 5 autres personnes qui se sentaient menacées. Silk Road a été la proie de maîtres chanteurs et d'extorqueurs. Cependant, il n'y a aucune preuve que quelqu'un ait été tué. Ulbricht n'a jamais été inculpé de meurtre pour le compte d'autrui. Les agences gouvernementales n'étaient toujours pas en mesure de découvrir l'identité de Dread Pirate Roberts. La DEA a demandé l'aide de l'unité du FBI chargée de la cybercriminalité à New York car elle disposait d'un meilleur savoir-faire technologique et d'une plus grande expérience du dark web. L'agent spécial du FBI, Chris Tarbell, savait que pour attraper Dread Pirate Roberts, il fallait attendre qu'il commette une erreur. Et selon le FBI, le Dread Pirate Roberts a fini par commettre une erreur environ 1 an après que l'agence a commencé à enquêter. En mai 2013, les enquêteurs ont remarqué des erreurs de codage, des vulnérabilités sur le site web Silk Road qui laissaient de filtrer des adresses IP. Ils ont ainsi découvert que les serveurs de Silk Road étaient hébergés dans un centre de données en Islande. L'équipe de défense d'Ulbricht ne croit pas à cette explication. Elle pense que la NSA a espionné illégalement et a informé le FBI de l'emplacement des serveurs. L'agent Tarbell s'est rendu à Reykjavik, où les autorités islandaises lui ont remis un disque contenant des informations provenant des serveurs. Le FBI a eu accès à un trésor de données. Il pouvait voir le nombre de transactions traitées, qui s'est connecté et déconnecté, et surtout, Tarbell et son équipe avaient identifié que l'ordinateur principal avec lequel les serveurs de Silk Road communiquaient, celui que Dread Pirate Roberts utilisait pour se connecter à Silk Road, s'appelait Frosty, et Dread Pirate Roberts se connectait avec une clé de cryptage se terminant par Frosty à Frosty. Ils ont également pu constater que Dread Pirate Roberts avait récemment utilisé l'Internet d'un café de San Francisco pour se connecter à un serveur de Silk Road via un réseau privé virtuel, VPN. Au printemps 2012, Ulbricht est rentré d'Australie et s'est installé à San Francisco chez un ami d'enfance. Le FBI connaissait donc le nom de l'ordinateur et pouvait concentrer ses recherches sur San Francisco. Mais il n'a toujours aucune idée de l'identité réelle de Dread Pirate Roberts. C'est Gary Alford, qui travaillait pour l'IRS, Internal Revenue Service, qui allait apporter cette pièce du puzzle. En tant qu'enquêteur fiscal, il a été chargé de suivre l'argent, mais a découvert l'identité de Dread Pirate Roberts. Alford s'est dit que le créateur de Silk Road avait dû susciter de l'intérêt bien avant la publication de l'article de Gawker. Il a donc décidé de faire des recherches sur Google pour Silk Road avant juin 2011. C'est alors qu'il est tombé sur les messages en ligne d'Ulbricht, qui prétendait être quelqu'un ayant découvert Silk Road. Alford a noté le nom d'utilisateur des messages, Altoad. Il a également remarqué un autre message dans lequel Altoad demandait de l'aide informatique sur le forum Bitcoin et qui contenait son adresse électronique personnelle, rosulbricht@gmail.com. Une personne portant le nom d'utilisateur Altoad a également posté sur Stack Overflow une question relative à Tor. Peu de temps après, cet utilisateur a changé son alias d'Altoad en Frosty. Alford ne connaissait pas la signification du nom Frosty à l'époque, mais ce qu'il avait, c'était un vrai nom à traquer. Il a tapé Ross Ulbricht sur Google et est tombé sur le profil LinkedIn d'un jeune homme aux objectifs de vie plutôt énigmatiques. Je cite, « L'utilisation la plus répandue et la plus systémique de la force se fait au sein des institutions et des gouvernements. Et c'est donc là que je me concentre actuellement. » Alford s'est interrogé. Ross Ulbricht pourrait-il être le cerveau de Silk Road? Une autre pièce du puzzle est venue s'ajouter. En juillet 2013, des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont intercepté 9 fausses cartes d'identité en provenance du Canada. Les agents de la sécurité intérieure ont décidé de rendre visite aux destinataires. Ils se présentent au 2275e avenue à San Francisco, l'adresse où résidait Ulbricht.
Ce dernier avait quitté le logement qu'il partageait avec son ami pour s'installer dans une sous-location trouvée sur Craigslist, où il payait son loyer en liquide. Il a pris toutes les précautions nécessaires, notamment en adoptant une fausse identité. Ses colocataires l'ont connu sous le nom de Joshua Terry, bien qu'il ait conservé une grande partie de son histoire. Il a dit qu'il venait du Texas. Il travaillait dans l'informatique, ce qui expliquait qu'il était toujours sur son ordinateur. Il venait de rentrer d'Australie, ce qui rendait moins suspect le fait de ne pas avoir de téléphone portable. Joshua se tenait à l'écart et mangeait des steaks pour une personne. Lorsque les agents ont interrogé Ulbricht, ils ont constaté qu'il était devenu visiblement nerveux. Il n'a pas admis avoir acheté les fausses cartes d'identité, et encore moins qu'il les avait achetées pour pouvoir louer des serveurs supplémentaires, afin de faire face à la croissance de Silk Road et aux problèmes de sécurité. Les procureurs ont ensuite affirmé qu'il s'était préparé à une vie en fuite, notamment en cherchant à obtenir la nationalité de l'île de la Dominique. Ulbricht a déclaré spontanément aux agents qui se sont présentés à sa porte que, hypothétiquement, n'importe qui pouvait acheter tout ce qu'il voulait sur un site appelé Silk Road. Les agents n'avaient jamais entendu parler de Silk Road et n'étaient apparemment pas au courant des enquêtes fédérales. Ils avaient besoin de preuves concrètes. Ils devaient attraper Ulbricht alors que son ordinateur portable était ouvert et qu'il était connecté à Silk Road en tant que Dread Pirate Roberts. Un ordinateur non verrouillé était également nécessaire pour que les agents puissent accéder à ces fichiers. Cela s'est avéré difficile à réaliser. Les autorités savaient que leur meilleure chance était de le prendre par surprise et de l'arrêter dans un lieu public. Jared Deryegiayan, agent de la sécurité intérieure, se faisait toujours passer pour Cyrus, membre du personnel de Silk Road, et restait en contact avec Dread Pirate Roberts. Cette communication était cruciale pour le plan qu'ils ont élaboré. Le 1er octobre 2013 à 15h08, heure locale, Deryegiayan a vu Dread Pirate Roberts se connecter. Ulbricht était assis dans la section science-fiction de l'antenne Glen Park de la bibliothèque publique de San Francisco. Deryegiayan a entamé une conversation avec Dread Pirate Roberts en se faisant passer pour Cyrus. « Bonjour. Vous êtes là, comment allez-vous? Je vais bien, vous? Bien. Pouvez-vous vérifier l'un des messages signalés pour moi? Les messages signalés se trouvaient dans la section administrative principale à laquelle seul Dread Pirate Roberts pouvait accéder. Dread Pirate Roberts a répondu: Bien sûr, laisse-moi me connecter. Tu as fait de l'échange de Bitcoin avant de travailler pour moi, n'est-ce pas? Ulbricht a posé cette question pour des raisons de sécurité, car seul le vrai Cyrus connaîtrait la réponse. Heureusement pour les autorités, le vrai Cyrus leur avait indiqué comment répondre à la question de sécurité. L'agent Deryegiayan espère qu'il s'est souvenu de la bonne réponse lorsqu'il a tapé. Oui. Mais juste pour un petit moment, c'était un moment éprouvant pour les nerfs. Pas plus que ça, non. J'ai arrêté à cause des exigences en matière de rapport. Satané régulateur, hein? Ok, quel poste? Deryegiayan savait qu'Ulbricht regardait maintenant un écran d'administration. Il a donné le signal aux autres agents positionnés dans la bibliothèque de passer à l'action. Une agitation a rapidement éclaté près d'Ulbricht. Une femme a crié « Va te faire foutre !» alors que l'homme semblait sur le point de la frapper. Lorsque Ulbricht s'est retourné pour voir la bagarre, un agent s'est approché et a saisi son ordinateur portable ouvert. À ce moment-là, l'agent Deryegiayan a déclaré qu'Ulbricht s'était lancé vers l'ordinateur portable. Un autre agent est passé derrière lui et l'a serré dans ses bras. Ulbricht a été arrêté et emmené. L'homme et la femme qui se disputaient étaient en fait des agents infiltrés qui avaient fait diversion. La famille et les amis d'Ulbricht sont choqués. Ils sont constitués de nombreuses qualités et caractéristiques différentes, sans qu'aucune qualité ne les définisse. Et il y a du bon chez M. Ulbricht, je n'en doute pas, mais il y a aussi du mauvais. Et ce que vous avez fait en rapport avec Silk Road a été terriblement destructeur pour notre tissu social. Monsieur Ulbricht, j'ai rendu mon jugement ici, maintenant, au nom de notre pays. Pour les 2e et 4e chefs d'accusation, vous êtes condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité, à exécuter simultanément. Pour le 5e chef d'accusation, vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans, à exécuter simultanément. Pour le 6e chef d'accusation, vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans, également à exécuter simultanément. Et pour le blanchiment d'argent, pour le 7e chef d'accusation, vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans, également à exécuter simultanément. Dans le système fédéral, il n'y a pas de libération conditionnelle et vous devrez purger votre peine à perpétuité. Cette peine va bien au-delà de ce que l'accusation avait demandé. Ulbricht espérait que Silk Road deviendrait un tel succès qu'il serait célèbre. Selon un extrait de journal lu par le procureur au jury, Ulbricht a écrit « J'imagine qu'un jour on écrira une histoire sur ma vie et qu'il serait bon d'en avoir un compte-rendu détaillé. » Son rêve s'est réalisé, mais peut-être pas de la manière dont il l'avait imaginé. Le FBI a par la suite identifié le mentor d'Ulbricht, Variety Jones, comme étant Roger Thomas Clark, un Canadien arrêté en Thaïlande en 2015. En 2020, Clark a plaidé coupable devant un tribunal de Manhattan pour avoir conspiré en vue de distribuer des quantités massives de stupéfiants. Quant aux 2 agents corrompus qui enquêtaient sur Silk Road, l'ancien agent de la DEA, Carl Force, a été condamné à 6 ans et demi de prison pour extorsion, blanchiment d'argent et obstruction à la justice. L'ancien agent des services secrets,
Sean Bridges, a été condamné à près de 6 ans de prison pour blanchiment d'argent et entrave à la justice. Il a ensuite été condamné à 2 ans supplémentaires pour un nouveau vol de Bitcoin au détriment du gouvernement américain. Merci d'avoir regardé ce reportage.